renforcement du droit d'informer, car il est parfois trop souvent menacé. Jusqu'à 21h. Et quelle heure est-il? D'accord, très bien. Voilà, donc on est là pour parler longuement donc, du droit d'informer et de ces menaces et aussi peut-être d'apporter quelques solutions puisque les États généraux de la presse indépendante ont plein de propositions à ce sujet. Peut-être d'abord en un mot, en un seul, quel mot vous utiliseriez pour qualifier l'état du droit à l'information en France? Jacques? Inquiétant. Inquiétant parce qu'on a une belle loi qui s'appelle la loi de 1881, 29, un mot. Inquiétant, voilà. Jérémy? Un mot, je vais dire en péril. Ok. Grégoire? En déclin? Tout ça est très joli. Moi, je dirais attaquer. Et Leïla? Plus en péril que jamais. Alors, quand on est journaliste, on doit rendre des comptes, c'est bien normal, et on est pour ça sous l'égide de la loi 1881, c'est la loi sur la presse, où on répond de nos publications, si nécessaire, donc devant les tribunaux. Sauf que parfois, et trop souvent, cette loi, elle est contournée au profit de fondements qui n'ont rien à voir avec la presse ou devant des tribunaux qui ne sont pas ceux qui permettent de parler de la loi 1880 et de la diffamation. On appelle ça des procédures bâillons. Tiffaine, est-ce que tu peux définir ce qu'est une procédure bâillon? Bien sûr, alors les procédures bâillons, c'est un phénomène de harcèlement judiciaire qui va être exercé par des institutions, des personnalités publiques, très souvent des entreprises, et qui visent non pas à gagner au plan juridique, mais véritablement à faire taire les cibles en les soumettant à des procédures qui vont être très longues, très coûteuses, et qui sont jouées à armes inégales. Je dis jouées à armes inégales parce que c'est des procédures qui vont être complètement déséquilibrées, soit parce qu'on va avoir une multiplication des procédures contre différents journalistes, différents médias, sur différents fondements, parce qu'on va avoir des demandes de dommages et intérêts qui vont être complètement démentielles, parce qu'on va avoir des demandes de retrait de publication, donc là au moins on n'a pas de doute sur l'objectif de la poursuite. Et puis parce que comme tu l'as dit très souvent, ces procédures, elles vont forcer les cibles, les journalistes, à aller se défendre sur un terrain de droit pénal, de droit commercial, qui n'est a priori pas le terrain de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Et c'est une bataille juridique qui va être menée devant des juridictions qui ne sont pas outillées pour la défense de la presse. Alors, tu parles de harcèlement judiciaire. Justement, Jérémy, vous pouvez peut-être partager vos expériences. Et d'ailleurs, j'ai des questions pour chacun et chacune d'entre vous, mais n'hésitez pas, si vous voulez rebondir, ça sera plus vivant et plus sympa. Vu qu'on a gagné un peu de temps, on pourra certainement... Voilà, exactement. Restez concis néanmoins. Mais Jérémy, toi, c'est ce à quoi tu as été confronté dans un travail d'enquête pour France Inter. Oui, voilà, j'avais fait une enquête, c'était l'an passé, c'est en 2022, sur un maire d'une petite commune du sud de la France, la mairie du Barcarès. Son maire s'appelle Alain Ferrand. C'était une enquête pour la cellule investigation de Radio France. Donc ça passe sur France Inter, mais aussi sur France Info et France Culture. Jusque-là, tout va bien. Je raconte, en fait, il a une fâcheuse habitude de confondre sa carte bleue avec celle des collectivités ou des entreprises publiques qu'il est obligé de gérer. Ça arrive des fois, voilà. L'enquête se passe. Il n'avait pas voulu répondre. Je l'ai eu longuement, plusieurs fois au téléphone. Il n'a pas voulu répondre. C'est son droit, il n'y a pas de souci. Quelques mois après, je commence à recevoir un premier courrier en accusé-réception. Ça venait du tribunal de Perpignan qui me disait, bon ben voilà, monsieur Ferrand porte plainte en diffamation. Jusque-là, c'est son droit, je m'y attendais, il avait prévenu, donc c'est normal. J'avais déjà eu plusieurs plaintes en diffamation sur d'autres dossiers, donc je n'étais pas du tout effrayé, il n'y avait pas de souci. Et quelques jours après, en lisant les comptes rendus du conseil municipal de la mairie du Barcarès, j'apprends qu'il fait voter une protection juridictionnelle. Jusque-là, j'étais un peu plus surpris pour le coup, parce que en fait, je l'attaquais pas en tant que maire, mais sur sa gestion d'une société d'économie mixte. Ce sont deux choses différentes, et pourtant, c'est la mairie du Barcarès qui a voté sa protection juridictionnelle. Ce qui était un petit peu marrant, en fait, parce que finalement, dans mon enquête, je décrivais comment je supposais qu'il faisait des abus de biens sociaux, et au final, pour se défendre, il fait un abus de biens social. Donc, ça, c'était juste la petite anecdote. Les jours passent, je ne reçois pas trop de courriers, puis d'un coup, paf, un nouveau
publié en accusé-réception, de nouveau du tribunal de Perpignan. Deuxième plainte en diffamation, sur le même article, parce qu'il aurait pu déposer plainte sur l'émission, mais non, il a déposé plainte sur l'article qui est publié sur le site internet de France Inter. Deuxième plainte, donc deuxième dossier avec un autre numéro de référencement, sur le même article, toujours par un inférent. Je me dis pourquoi il n'a pas fait qu'une seule fois, une seule plainte, où il mettait tout d'un coup. Non, il a préféré le faire une seconde fois. C'est pas grave, je préviens les services juridiques de Radio France. Donc c'est vous, grâce à ce qu'on appelait encore la redevance, qui avez payé, donc je vous remercie. Mais bref, ça fait perdre beaucoup de temps. Les plaintes en diffamation, c'est très 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 chronophage. Moi, le dossier, ça faisait un moment que pas que je l'avais oublié évidemment, mais j'étais plus à fond dans tous les documents que j'ai pu amasser tout au long de l'enquête, donc il a fallu que je me replonge dedans. Ça fait des journées de travail perdues. Étant journaliste indépendant, ça a un coût pour le coup, donc voilà, c'était assez gênant. Donc bref, ces deux plaintes en diffamation faites par le même auteur sur le même article, il y en avait une en trop. C'est un début de procédure bâillon. Moi ça va, j'avais de la chance, parce que c'était le service juridique de Radio France qui était derrière, et j'ai rien eu à débourser à part perdre du temps et de l'argent. Mais quand c'est un média indépendant, un petit média, eh bien ça fait double procédure. Et vous savez comment ça fonctionne avec les avocats, dès qu'ils prennent le stylo, c'est tout de suite un chèque de plusieurs centaines d'euros. Donc tout ça, ça peut vite coûter cher. Une nouvelle fois, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est un début de procédure bâillon. Je vous rassure tout de suite, après quelques procédures, après 2 mises en examen, j'ai eu 2 non-lieux, donc il n'y a pas eu de souci. Mais en tout cas, la mairie du Parc Arès, pour des raisons pas légitimes, a quand même payé les frais d'avocat de M. Alain Ferrand. Alors justement, sur cette protection fonctionnelle des élus, c'est ce que vous avez aussi vécu à Médiacité, Jacques. Oui, alors, nous, Médiacité, donc, on s'est créé il y a 7 ans, et on a eu un total jusqu'à présent de 20 procédures. 20 procédures en justice. On en a gagné 11, on en a perdu une, les autres sont à venir. Alors, c'est essentiellement des attaques pour diffamation. Nous, on a beaucoup d'élus qui sont vexés par ce qu'on raconte. Et là où je veux en venir, c'est effectivement cette fameuse protection fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils se font voter par leur majorité. Un maire en France a énormément de pouvoir. Il se fait voter par sa majorité une protection fonctionnelle en conseil municipal qui fait que tous ces frais de justice sont pris en charge par la collectivité, c'est-à-dire par les contribuables. Et cela même s'il est attaqué pour des motifs qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec sa fonction, qui ont un rapport avec un comportement, qui n'est pas normal, qui n'est pas directement lié à sa fonction de maire. Et du coup, tout est pris en charge. Ils ne viennent jamais aux audiences. Ils n'hésitent pas à faire appel. Un procès, pour nous, c'est à peu près 5 000 € en première instance. Vous doublez la mise quand vous passez en appel. Heureusement, on a un avocat qui nous fait des prix. Mais nous, on a dépassé les 50 000 € de dépenses en justice. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a gagné nos procès. Mais c'est ça qui est terrible, c'est l'asymétrie entre les justiciables. Parce que même quand on gagne en justice, on perd financièrement parce que c'est du droit pénal, le droit de la presse. Et c'est très très difficile d'obtenir des dommages et intérêts, contrairement au droit civil. Donc il y a une asymétrie entre les justiciables qui est absolument insupportable, et il devrait y avoir en fait une sorte d'instance indépendante qui juge si oui ou non on peut accorder une protection fonctionnelle à un élu. Est-ce que ça correspond est-ce qu'il est, il se défend parce que c'est dans le droit chemin, dans la droite ligne de son activité de maire, ou est-ce que globalement ça n'a rien à voir parce que, par exemple, il a confié un logement municipal à une adjointe par complaisance. Voilà. Toi, Grégoire, qui es journaliste indépendant pour Reporter, donc toi, tu as carrément été poursuivi pour avoir couvert une action de faucheur volontaire. Oui, j'habite un territoire rayonnant qui est l'Aveyron, où beaucoup aiment aller se balader. Et je trouve que moi aussi j'ai un goût prononcé pour la randonnée, quand effectivement je ne dépanne pas les gens avec Pôle emploi. Demandez vos droits. Et il se trouvait qu'en reportage, fin 2021, je suis allé couvrir une action pour Reporter de faucheurs volontaires qui se sont introduits dans un entrepôt qui contenait des sacs de semences qu'ils estimaient être des OGM.
Et donc, pour avoir fait ça, comme une collègue de Mediapart, comme une collègue de l'AFP, et bien, il se trouve que j'étais la seule personne poursuivie pour vol et dégradation en réunion. La poursuite a duré 1 an et demi et grâce à une forte mobilisation, et je remercie encore toute la profession, les tribunes, etc., les soirées de soutien, reporters, Hervé Kempf qui a porté tout ça, le rédac chef, et en tant que pigiste, mine de rien, si on défend du salariat aussi, c'est parce que ça nous protège aussi juridiquement dans une rédaction. Il ne faut pas l'oublier cet aspect-là. Et on a fini par obtenir la relaxe par le tribunal, et même j'ai pu couvrir le procès des faucheurs juste après en changeant de banc. Par contre, on a quand même dû payer les frais d'avocat puisqu'on est au pénal, et au pénal, eh bien, on ne peut pas être remboursé d'une poursuite. Je ne suis pas le seul à avoir des poursuites à reporter, c'était la plus grave, mais d'autres collègues en ont fait les frais. Je pense à Pierre Hinard Dupuis qui n'a pas pu être là ce soir, qui est pigiste du collectif Presse Papier à Marseille, et avec un collègue photographe, ils ont été poursuivis parce qu'eux se sont introduits sur une propriété privée où on construisait un parc photovoltaïque à la place d'une forêt. Il se trouve que donc des militants ont fait une action et ils ont couvert cette action. Et puis le dernier exemple, c'est Alexandre Reza Kokabi, journaliste permanent de la rédaction, de Reporters, et lui, il a été en 2020 suivre une action d'Extinction Rébellion qui sont allés sur un tarmac d'aéroport, et on a appris la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, il est poursuivi pour une amende et il a finalement été relaxé. Et même pour la première fois, on a obtenu une petite chose nouvelle, c'est que le tribunal a estimé que la condamnation constituerait une ingérence disproportionnée au droit fondamental à la liberté d'expression et d'information. Et donc on a récupéré 1 000 €. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est la première fois qu'un tribunal reconnaît que ces types de poursuites, et qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est pas en diffamation, c'est pas sur le droit de la presse. Là, c'est sur du pénal, c'est sur des amendes. Et donc, on a dans ces 3 exemples, et Reporter n'est pas le seul, mais nous, c'est vrai qu'on a une fâcheuse tendance à aller sur des terrains de lutte, des terrains de mobilisation, que ce soit le barrage de Sivins, que ce soit les ZAD, que ce soit les actions militantes d'Extinction Rébellion, de blocage d'autoroutes. On a cette faculté d'être en reportage. Et on doit pouvoir, vu qu'aujourd'hui on utilise des outils contre nous, eh bien on doit pouvoir, en tant que journaliste, protéger en fait dans notre travail et être assuré de pouvoir continuer à le faire. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, il y a des propositions donc, des États généraux de la presse indépendante qui seraient donc d'avoir une immunité pour les journalistes de poursuites pénales et des immunités qui doivent s'étendre aux actes de divulgation et aux actes indirects qui tendent à assigner les journalistes aux personnes dont ils couvrent les actions. C'est exactement ce qui est arrivé. Oui, et en fait, je rajoute quand même qu'il faut mesurer, nous, un reporter, en tout cas, c'est comme ça qu'on le porte. Le climat se dégrade, et je veux dire, pas qu'au point de vue climatique, pas qu'au point de vue environnemental, mais aussi au point de vue social, économique. Et dans cette dégradation, dans cette situation qui se tend, et on le sent dans les conflits sur le terrain, on le sent dans les enjeux, on doit pouvoir être là. On doit pouvoir être là parce qu'un journaliste indépendant, il doit pouvoir raconter indépendamment, bien sûr, des pouvoirs, bien sûr, des industries, mais aussi des militants, parfois, parce que les militants ont un discours propre, ont leurs propres médias parfois, mais on doit pouvoir raconter aussi ce qui se passe dans les milieux militants librement et de manière indépendante. Et pour pouvoir être là, pour pouvoir dire ce qui se passe et dire la réalité de ce qu'on observe et le confronter avec les méthodes journalistiques, eh bien, il faut qu'on ait cette protection. Le climat n'est pas une matière dans un coin, je le précise, c'est un sujet qui est transversal pour tout le monde. Et nous, journalistes qui traitons ces sujets environnementaux, on est d'autant plus exposés que c'est là que se nouent énormément de nœuds, avec les questions policières aussi, mais énormément de nœuds des conflits qui se jouent aujourd'hui, alors que derrière, c'est souvent des batailles juridiques, c'est souvent des batailles pour obtenir un jugement, pour obtenir juste l'application d'une loi qui existe sur l'environnement. Et nos journalistes, parce qu'on est là à suivre ce que font des personnes qui réclament le respect de la loi, on est poursuivis nous-mêmes et mis en inégalité. Donc c'est pour ça que c'est pas pour un traitement de faveur, c'est pas parce qu'on demande une immunité comme certains élus essaient de se l'arroger avec certains tribunaux, suivez mon regard hier, c'est pour qu'aujourd'hui on puisse continuer à travailler et à faire notre liberté d'exercice. Si on n'avait peut-être pas eu ces poursuites, on n'exigerait pas ces nouveaux droits, mais on a besoin de cette immunité de poursuite pénale et aussi de pouvoir effectivement dévoiler les documents, de revenir sur la loi secret des affaires aussi.
qui effectivement nous empêche de dévoiler ce qui se passe dans les entreprises, et on peut penser aux entreprises comme Total et d'autres, qui aujourd'hui préparent des bombes carbone et préparent des énormes projets pétroliers climaticides. Et il faut qu'on puisse le dire et le raconter. Et j'ai une question, vous deux, Grégoire et Jérémy, vous êtes tous les deux journalistes indépendants, donc pigistes. Donc en effet, prendre du temps pour sa défense, c'est du temps qui n'est pas rémunéré, c'est du temps que vous ne passez pas à couvrir des sujets qui vous rapportent un salaire. Est-ce que ça vous dissuade de mener des enquêtes difficiles, ou est-ce que vous avez quand même encore l'enthousiasme et l'envie et le courage de vous frotter à des sujets à risque judiciaire? J'ai envie de dire, moi je suis quelqu'un de très têtu. Je ne suis pas passionné par l'argent, j'ai bien compris qu'il en avait besoin pour vivre. En tout cas, c'est ce qu'essaye de m'expliquer mon banquier. Mais je suis réellement têtu. Donc non, malheureusement, ça ne m'empêche pas de... Voilà, j'ai toujours envie de faire ce métier et d'aller au plus profond. Je voudrais juste rebondir sur ces propos. Évidemment que c'est important, et c'est quand même fou de se dire on est en démocratie, on est obligé de demander ça, que les journalistes finalement ne soyons considérés uniquement que comme des observateurs et non comme des acteurs d'une manifestation, mais c'est aussi faire en sorte que les policiers et les gendarmes arrêtent de nous arrêter quand on suit une manif. Il y a eu des manifestations contre la réforme des retraites. Un grand nombre de journalistes ont été mis en garde à vue, libérés ensuite. Ah, excusez-nous, on n'a pas fait gaffe. Oui, mais en attendant, ils ont passé une nuit en garde à vue dans des conditions assez compliquées. Alors c'est bien, ils ont pu témoigner de ce qui se passait dans les commissariats, donc ça au moins ça a été l'avantage. Mais c'était pas le but quand même. Et ça, c'est inadmissible. Je rappelle, nous sommes en démocratie. Et la presse est un contre-pouvoir et fait partie de la démocratie. C'est une pierre angulaire de la démocratie. Et sur ce point, j'ajoute qu'on a failli avoir un article 24 dans la loi sécurité globale qui allait nous empêcher de filmer la police lors des manifestations et que lors des révoltes des Gilets jaunes, il y a eu de nombreux journalistes blessés en couvrant ces manifestations. Donc il y a le terrain judiciaire, mais aussi le terrain tout court qui peut également... Et des journalistes blessés, après je repasse le micro, mais des journalistes blessés, certains d'entre eux avaient déjà couvert ce qu'on appelle les théâtres d'opération, c'est-à-dire des guerres, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Ils n'ont pas été blessés ou pas trop blessés, ils ont même couvert les printemps arabes qui ont souvent été très très violents. Mais là, ils étaient sur les Champs-Élysées et ils se retrouvent blessés. Et ça choque personne, c'est quand même assez grave. Sur les procédures Bayon, Tiphaine, il y a une directive européenne qui est en projet, inspirée du cas de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, donc qui était une journaliste d'investigation, qui a enquêté sur la corruption, qui a été assassinée pour ça, mais qui avant était victime de harcèlement judiciaire. Est-ce que tu peux dire en gros ce que prévoit cette directive et si elle est à la hauteur de l'enjeu de protection? D'abord, merci de rappeler le cas de Daphne. Je pense qu'il est très important et très emblématique. Parce qu'il nous rappelle que finalement les procédures Bayon, ça peut être les signes avant-coureurs de représailles beaucoup plus graves. Donc c'est un phénomène qu'on ne doit absolument pas laisser impuni. Et donc effectivement, le législateur européen s'est saisi de cette question suite à l'assassinat de Daphne en 2017. Et depuis 2022, il y a une proposition de directive qui est sur la table. Cette proposition de directive, elle a fait l'objet d'un accord hier soir entre les institutions européennes. Ce qu'elle prévoit, c'est notamment un mécanisme de rejet rapide des procédures qui sont intentées contre des actes de participation au débat public. Alors on n'a pas encore le texte final de l'accord qui a été passé hier soir, mais on sait déjà qu'a priori ce texte ne va pas couvrir tout un tas de situations comme ces situations qui viennent d'être décrites et qui sont extrêmement graves. Et c'est pour ça que nous, on a besoin au niveau français d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a besoin de ces immunités de poursuite au plan civil, au plan pénal. Et on a aussi bien évidemment besoin de ces mécanismes de rejet rapide. Il faut qu'on aille plus loin que ce texte de directive. L'autre enjeu, donc l'enjeu au-delà de ce qui se passe devant la justice, c'est de faire primer l'information sur le secret. Est-ce qu'un journaliste doit se soumettre au secret défense? La réponse est plutôt non. Au secret des affaires, pareil. Au secret industriel, au secret tout court. Tout comme on n'est pas tenu au secret de l'instruction, on ne devrait pas par principe être tenu à ces différents secrets qui n'ont cessé ces dernières années de s'étendre. Le secret des affaires, Jacques, à Mediacité, vous l'avez aussi éprouvé, notamment, petite anecdote rapide sur le cas
du contrat entre l'État et l'entreprise qui devait gérer la concession de l'autoroute A69. Ouais, dont on parle j'ai un beaucoup peu- ces derniers temps. Voilà, j'ai un peu pitié de vous là parce que ça fait, je sais pas, 4 heures que vous y êtes ou presque, donc je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire En 3 minutes. En 3 minutes chrono. C'est une histoire toute récente. Elle remonte au 16 novembre. Elle concerne Isabelle Jarjaï, qui est une de nos pigistes régulières à Médiacité. Isabelle a une qualité fantastique, c'est qu'elle adore les contrats de concession de service public. Voilà. Et elle lit tout ce qu'elle peut trouver. Et donc sur le contrat qui lie l'État à la société constructeur et concessionnaire de l'A69, autoroute entre Toulouse et Castres, projet d'autoroute, elle s'est dit, mais c'est bizarre, on a le contrat, mais on n'a pas les annexes du contrat. Et un contrat sans lire les annexes, c'est comme si vous ne regardiez pas les petites clauses, quoi. Hein. Donc elle a fait une demande officielle à la direction de l'infrastructure et des transports du ministère pour avoir accès aux annexes. Je rappelle, c'est quand même un contrat qui lie l'État, donc qui nous lie à un concessionnaire privé. Alors elle a envoyé un mail, un deuxième, un troisième, et puis elle a eu la surprise de dire « Ok, vous pouvez venir, mais ce sera sur place, à la Défense, Tour Sequoia, 15e étage, et vous serez accompagné par un fonctionnaire du ministère. » Et donc elle habite Rennes, elle a pris le TGV, Médiacité paye ses notes de frais, ok, et c'est normal. Mais donc vous comprenez un peu la logique, hein, et elle arrive ce matin-là, ce jeudi 16 novembre, au pied de la tour Sequoia, il pleut, il fait moche, elle monte avec la fameuse fonctionnaire, et elle se retrouve dans une salle anonyme, et là, il y a une liasse de 550 pages qui correspondent aux annexes du contrat, et la fonctionnaire se met en face d'elle, sur la table, il n'y a rien dans la pièce, et elle ouvre son ordinateur portable et elle se met à travailler. Et on a donné 2 heures à Isabelle pour éplucher les 550 pages. Alors, coup de chance, elle sait où regarder, donc elle va directement aux annexes 18, de 18 à 22. C'est là où il y a les données chiffrées. Et là, horreur, l'essentiel des informations, toutes les informations chiffrées sont biffées. Et beaucoup d'informations se raturaient. Donc elle finit par repérer des petits trucs qui n'ont jamais été écrits d'ailleurs sur les annexes du contrat. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai que 3 minutes, peu importe. Mais surtout, et c'est là où le truc est incroyable, c'est que déjà elle demande si elle peut photographier, on lui dit non. J'ai pas reçu l'autorisation, vous n'avez pas le droit de photographier. Elle se rend compte. Comment ? Elle peut prendre des notes au moins ? Elle prend des notes. Et elle se rend compte qu'il y a des passages qui concernent le prix du péage qui ont été biffés au nom du secret des affaires. Et là où c'est fou, c'est que le prix du péage, il est public et il est même sur le site d'Atosca. Ça veut dire qu'il y a eu un excès de zèle de la part du ministère de l'Infrastructure et des Transports pour biffer au nom du secret des affaires des choses qui finalement sont accessibles par ailleurs. Alors c'est un peu l'exception, parce qu'il y a d'autres choses qui sont biffées et pas accessibles par ailleurs, mais vous vous rendez compte qu'au nom du secret des affaires, qui est une notion extrêmement floue, on peut tout censurer. Et c'est une vraie plaie pour nous, parce que ça complexifie, vous l'avez compris, grandement notre tâche. Un autre secret dont Disclose a fait les frais ces dernières semaines et qui a eu un fort retentissement et pour cause puisque c'était une première et on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est le secret défense, souvent brandi et cette fois non pas par des entreprises privées mais par l'État lui-même, par les ministères, pour déployer quantité de moyens pour empêcher les infos d'intérêt public de sortir. Et en ça, le cas d'Ariane Lavrieux, qui a fait des révélations importantes sur l'armement français en Égypte, a été emblématique. Oui, alors moi aussi je vais vous raconter une histoire. Donc on est le 19 septembre, il est 6h du matin, on n'est pas très loin du Vieux-Port à Marseille, quand 6 hommes armés, gilets pare-balles, font éruption dans un immeuble. Ces hommes armés, donc encore avec des gilets pare-balles, sont les forces au service du parquet antiterroriste. Donc du coup, là, la suite de l'histoire, on s'attend à ce qu'effectivement, ils frappent à la porte d'un potentiel terroriste. Mais non, ils frappent à la porte de notre journaliste, Ariane Lavrieux,
qui est à l'origine des révélations des Egypt Papers, donc qui montre la compromission de la France sur des crimes commis contre des civils en Égypte, donc l'Égypte du maréchal Al-Sisi, des faits de l'Ancienne République. Donc à 6h du matin, notre journaliste ouvre la porte à moitié endormi, donc 6 hommes en armes lui disent ben voilà, on va perquisitionner votre domicile. Pour aller plus vite, donnez-nous tout ce que vous avez sur les dossiers qui vous intéressent et ça ira plus vite. Évidemment, notre journaliste refuse. Par ailleurs, elle est malade, donc du coup, elle demande à avoir accès à ses médicaments, elle demande à pouvoir avoir accès à un certain nombre de choses qui lui sont refusées. Donc pendant des heures, on fouille ses livres, son bureau, on met des clés USB sur son ordinateur, on saisit son téléphone. Pardon. On lui saisit son ordinateur, son téléphone portable et enfin on lui annonce qu'elle doit préparer un sac pour partir en garde à vue. Donc du coup, là, encore une fois, vous avez l'impression que je vous décris une scène avec une criminelle voilà, saisie par un parquet antiterroriste, etc. Mais non, le seul crime d'Ariane Lavrieux, jusqu'à preuve du contraire, c'est d'avoir révélé des faits d'intérêt public. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on va la traiter. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent la suite. Elle va être emmenée en garde à vue, donc pendant 48 heures. Pendant 48 heures, on va la mettre en cellule, encore une fois sans accès à ses médicaments, sans accès à des couvertures. Elle va faire venir un médecin qui va constater son état de déshydratation à l'intérieur de la cellule, donc on en est là. Et effectivement, voilà comment Ariane Lavrieux a été traitée le 19 septembre dernier. J'ai envie de vous dire que pour nous, au-delà du choc, ça a été le point d'orgue en fait d'une série de pressions, de convocations par les services, comme le disait le collègue de reporter, le collègue pigiste de reporter, c'est qu'on n'est pas devant la chambre ceux qui se droit de la presse, on ne parle pas de diffamation, de choses sur lesquelles on est habitué à se défendre. Nos avocats ne sont même pas habitués à défendre des cas comme celui-là. Normalement, c'est des avocats spécialistes qui défendent des terroristes qui sont devant ces cours-là. Et bien, c'est pas le cas. Chez nous, on est traité comme ça. Donc, du coup, bon, effectivement, tout ça est révoltant, mais ce qu'on voulait dire aussi à Disclose, c'est qu'on a bénéficié d'une solidarité aussi unanime de la part de la profession, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Cette solidarité, on espère qu'elle va se reproduire, puisque quand vous écoutez les collègues, quand vous nous écoutez, ça devient de plus en plus récurrent. Ce qui devient l'exception, à chaque fois, finit par devenir la règle, et c'est en ça que la situation, pour nous, est de plus en plus inquiétante. Aujourd'hui, Ariane Lavrieux est sortie, mais une mise en examen potentielle plane sur sa tête. Et une mise en examen, c'est une épée de Damoclès, c'est-à-dire que potentiellement, la mise en examen, ce sera compromission du secret de la défense. Compromission du secret de la défense, c'est potentiellement une peine de prison au bout, et ça veut dire ça en fait. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'ose enquêter encore sur des questions de vente d'armes, sur des questions de compromission du secret de la défense? Bon, spoiler alert, Ariane va continuer. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est très inquiétant pour l'ensemble de la profession et qui ne doit pas faire jurisprudence. Voilà, donc du coup, encore merci pour les confrères, les consoeurs qui ont été solidaires, pour les tribunes qui ont été signées, pour la mobilisation aussi, par ailleurs, de certains élus qui s'est manifesté jusqu'au niveau européen, puisqu'effectivement, par ailleurs, l'attitude de la France a choqué jusqu'au plus haut niveau. Donc les autres pays regardaient en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de mettre en prison une journaliste. Et donc ça pour nous ça a été quand même clé dans cette procédure. Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand on cherche, quand on s'attaque à une journaliste comme ça, c'est sa situation personnelle et le principe d'attaque d'une journaliste est évidemment condamnable en soi, mais ce qu'il y a derrière, c'est la recherche de la source. C'est ça qu'il faut bien préciser en fait, c'est que ce qui est menacé,
au travers de l'arrestation et de la perquisition chez Alain Brieux, c'est l'information et c'est l'accès à l'information. Sans source, on n'a pas l'info. Et là, ce qui s'est passé, le but de la procédure, je pense que voilà, on peut l'affirmer sans vraiment prendre de risque, c'est qu'en fait, on cherche les sources de la journaliste. Et c'est pas la première fois que ça arrive, puisque Disclose a déjà été confronté à ça, mais d'autres médias aussi, je l'ai aussi été personnellement. Là, elle sera peut-être mise en examen, il y aura peut-être un procès public, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a du secret de la défense nationale, mais parfois ça ne va pas jusque-là, et l'enquête préliminaire peut aboutir à un classement sans suite. C'est ce qui s'est passé pour des sujets relevant des armes et de la guerre au Yémen, et un classement sans suite avec un rappel à la loi qui n'est pas quelque chose d'anodin et de neutre. Un rappel à la loi, c'est aussi une épée de Damoclès qui dit qu'en gros, si vous vous rendez à nouveau coupable, entre guillemets, de la même infraction, c'est-à-dire la compromission du secret de la défense nationale, même dans le but d'informer avec des faits d'intérêt public, eh bien, vous êtes passible à nouveau de poursuites. Donc voilà, tout ça, ce sont des coups de canif au droit à l'information, qui est un droit fondamental, enfin même des gros coups, parce que canif c'est peut-être un peu gentil, et en tout cas tout ça a pour but de dissuader d'enquêter et de dissuader les sources de parler. Grégoire, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Oui, c'est pour donner une perspective peut-être de riposte, en fait, parce qu'il y a se battre pour conserver nos droits, pour les maintenir, mais qu'est-ce qu'on fait en manant en retour? Et il y a une petite idée qui me traverse la tête et je me dis que c'est ce soir que je la propose, vu qu'en plus il y a plein de gens qui ont très envie de faire des enquêtes, etc. Tu me demandais tout à l'heure si ça altère mon intérêt pour enquêter, etc. en Aveyron. Pas du tout. Par contre, ça change ma manière de travailler, oui. Alors, je ne vais pas mettre un brassard parce que j'en ai pas depuis le collège, les cours de relais. Mais par contre, effectivement, je fais un peu plus attention de savoir déjà si je suis identifié par les collègues journalistes sur place quand je suis sur une action. Je repère le capitaine de gendarmerie. Voilà, j'essaie de faire ça. Mais surtout, je pense qu'on l'a vu à une échelle internationale quand il y a eu les affaires, l'assassinat d'une journaliste à Malte, je pense que je n'ai plus son prénom en tête. Daphné, voilà. Et qu'il y a eu cette mobilisation plus globale pour dire on n'enterre pas une enquête en tuant un journaliste, l'enquête se fera de toute façon. Et ça s'est fait dans plein de pays du monde. Ben, je me dis que vu que là on a des attaques, alors je parle pas de la Disclose parce que vous c'est carrément le complexe militaro-industriel on va dire, donc c'est l'appareil d'État. Et l'État. Mais par contre, partout on est attaqué localement dans des petits médias, mais des médias qui vont vraiment gratter, et qu'on a cette pression comme moi avec un procureur en Aveyron, donc c'est quelque part aussi l'État, et ben je me dis, ok, vous avez voulu nous embêter, un journaliste que vous pensiez isolé, et ben venez collègues. En Aveyron, moi j'ai plein de dossiers, j'ai pas le temps de les traiter. J'ai plein de sujets, j'ai plein d'idées d'enquêtes, de reportages que j'ai pas le temps de mener parce que moi je suis sur certains sujets, environnement, climat, énergie, et il y a plein de choses à faire. Ils ont voulu embêter un journaliste indépendant en Aveyron qui pensait peut-être tout seul, isolé dans sa campagne. Ben, écoutez, bienvenue en Aveyron, il mange bien, pas toujours végétarien. On peut vous indiquer des bons logements sympathiques, et il y a plein de gens qui ont des choses à dire, à raconter. Je pense que ça peut être une idée. Vous attaquez un journaliste, eh ben, il y en a 10 qui rappliquent, et 10 enquêtes qui sortiront sur ce qui se passe dans les départements, ce qui se passe dans les régions. Et ainsi, on va montrer qu'on ne s'attaque pas impunément à des journalistes en France. Stop. Ça crée le collectif Forbidden Stories avec le fait de continuer les enquêtes de celles et ceux qui ont été empêchés de le faire à travers le monde dans des pays pas forcément démocratiques où la liberté de la presse n'est pas respectée, pourrait, dans une autre mesure et toute comparaison étant limitée, s'appliquer en France. En effet, on pourrait imaginer aussi reproduire et republier des enquêtes censurées ou des papiers qui ont pu faire l'objet de poursuites. Ça pourrait être une manière d'être collectif. Et on n'a pas encore parlé des lanceurs d'alerte, dont le statut doit être amélioré, mais par exemple, dans le cas d'éventuelles sources, par exemple, il y a des domaines entiers qui échappent à la capacité d'avoir des lanceurs d'alerte. Quand on a des sources, par exemple, dans la défense,
Il n'y a pas de statut de lanceur d'alerte quand on révèle des informations dans la défense. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Je pense que ce que dit Grégoire est super important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste dans une logique... 3 minutes maximum, s'il vous plaît. C'est 2 la dernière minutes, ce question. serait bien. Merci. On m'a dit de faire long maintenant. On ne peut pas être uniquement dans une logique réactive face aux attaques, face aux procédures bâillons, face aux poursuites qui visent à identifier et intimider les sources. Il faut qu'en fait on change la logique, il faut qu'on change cette asymétrie d'information et il faut qu'on change complètement la donne et le paradigme et qu'on se dise en fait la priorité c'est de favoriser l'accès à l'information, c'est de favoriser un terrain fertile et accueillant, notamment pour les lanceurs d'alerte. Effectivement, il y a encore plein de domaines dans lesquels soit c'est pas possible de lancer l'alerte, soit c'est un parcours du combattant. Et donc, il faut absolument, là aussi, que le législateur français agisse, qu'il élargisse ce statut de lanceur d'alerte, qu'il le donne aux organisations qui accompagnent les lanceurs d'alerte, et il y en a beaucoup. Moi, je parle pour Sherpa, on est une organisation de juristes, on travaille avec des communautés, on travaille avec des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Nous, typiquement, on n'a pas la protection des sources, donc travailler avec ces gens-là, pour nous, c'est exposant pour eux. Donc il y a plein de choses à faire pour améliorer les protections et le statut des lanceurs d'alerte et favoriser une vraie culture de l'alerte publique, une vraie culture de l'information et pareil sur tout ce qui est procédure d'accès aux documents administratifs, c'est plus possible qu'on mette des mois, voire des années à obtenir des documents d'intérêt général qui sont complètement caviardés au final. On va aller se battre devant les juridictions administratives pour obtenir finalement une décision qui dit « Ok, vous avez le droit d'avoir ce document, ça c'est plus possible, donc ça aussi il faut changer cette procédure ». Et donc je vous encourage à lire toutes les propositions qui portent sur ce sujet et qui l'expliquent très bien. Merci.